1er octobre 1949, Beijing. Les militaires paradent. La foule massée place Tiananmen écoute Mao Zedong proclamer l'événement. C'est un événement historique, c'est un événement fondateur de la Chine actuelle. C'est quand même une prise de pouvoir qui a pris 40 ans. C'est un énorme travail qui n'était pas gagné d'avance. Autour de lui, les hommes de l'ombre qui ont mené la lutte à ses côtés depuis presque 30 ans. Il était entouré des chevaliers de la table ronde, il était le roi Arthur, un peu plus. Certains ont passé leurs années de jeunesse en France dans le cadre du mouvement Travail-Études pendant les années 1920. Ils ont eu tous, dans la prise du pouvoir, un rôle tout à fait considérable et très différent. Parce qu'il y a l'homme de l'armée, l'homme de l'agitation politique et puis le diplomate. La France va jouer un rôle fondamental dans le parcours de ces jeunes idéalistes et leur rencontre avec les idées marxistes. Zhou Enlai, Premier ministre de Mao. Chen Yi, maréchal et ministre des Affaires étrangères. Tsai Re-sen, ami d'enfance de Mao et idéologue du Parti communiste chinois. Et Deng Xiaoping, qui gouvernera la Chine pendant les années 80. 4 hommes, mais un même destin, la fondation de la Chine moderne. À peine sortis de l'adolescence, ils construisent leur idéologie et découvrent la lutte sociale à des milliers de kilomètres de chez eux. Pourquoi et comment la France fut le terreau de leur combat et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Pour comprendre pourquoi ces hommes ont forgé leurs idées si loin de leur terre, il faut remonter au tout début du XXe siècle. Beijing, 2 décembre 1908. Puyi est intronisé empereur. Il a 3 ans. Dernier descendant de la puissante dynastie mandchoue, il ne peut rien face aux grandes puissances européennes venues annexer la Chine. À Shanghai, à Canton, à Macao, à Taïwan, Russes, Britanniques, Français, Allemands et Japonais ont commencé morceau par morceau à se partager l'empire, y créant au fur et à mesure des traités, des concessions, échappant complètement aux lois chinoises. La Chine devait payer des indemnités aux pays étrangers. Certains pays sont arrivés en Chine avec l'intention de partager entre eux l'ensemble du pays. Les troupes étrangères étaient autorisées à s'installer. Cela revient à dire « Votre armée n'arrive pas à assurer la sécurité de votre État. Alors c'est à moi de vous protéger. » Ça, c'est juste un pays sans souveraineté. Elle était donc menacée d'un sort inquiétant, d'être peu à peu dépecée, pratiquement. Pour beaucoup, l'Empire mandchou est coupable de brader la Chine. La révolte gronde.
En moins de 2 mois, le pays entier se soulève. La révolution est en marche. On coupe les nattes, symbole du pouvoir mandchou. L'empereur abdique, le docteur Sun Yat-sen devient président de la République. C'en est fini de la Chine impériale. Un nouveau pays voit le jour, fragile et toujours aux mains des puissances étrangères. La jeunesse chinoise rejette cette situation. Shen Yi en fait partie. À 16 ans, ce futur membre de la garde rapprochée de Mao est en même temps témoin et victime de ce chaos. À l'origine, nous avons beaucoup de terres, mais il a 5 frères et sœurs. Avec la division de la famille, il ne lui reste pratiquement plus rien. On disait autrefois en Chine qu'il fallait 5 générations pour une famille. C'est-à-dire la première génération bâtissait la fortune, la deuxième et la troisième l'agrandissaient, la quatrième l'utilisait, la cinquième la perdait. C'est une sorte de dicton populaire, mais il arrive pratiquement au 5e degré. C'est-à-dire qu'on a encore des vestiges d'une fortune passée, mais ça n'est plus réel. Et donc il faut chercher autre chose. Profondément attaché à son pays, l'adolescent cherche un moyen de le servir et pense d'abord à s'engager dans l'armée contre la vie de sa famille. En général, quand on voulait être militaire, la famille n'appréciait guère. C'était pas un placement correct. Quand un fils faisait des études, c'était pas pour être militaire, c'était pour être haut fonctionnaire. Si vous voulez, dans la tradition chinoise, l'état militaire, c'est le pire. Dans la classification traditionnelle de la société confucianiste, les marchands sont tout en bas, les mandarins, bien sûr, sont tout en haut, et derrière les marchands et les comédiens, il y a des soldats. À ce moment, il a vu une inscription pour le programme Travail-études. Paris. Li Shizeng dirige ce programme. Cet anarchiste mondain, installé dans la capitale française depuis quelques années, veut lui aussi aider son pays à se développer. Et il pense que pour moderniser la Chine, le premier défi est l'éducation. Il fallait mettre fin à la séparation excessive entre le travail physique et le travail intellectuel, source de l'oppression. Cet héritier d'une famille de hauts dignitaires chinois a fondé une usine de traitement de soja en région parisienne. Ses ouvriers sont tous chinois et viennent tous de son village natal. Il a l'idée donc de créer une petite école et là, on va donner des cours de français. Le projet étant, d'une part, ces jeunes gens travailleront à la fabrication du soja et d'autre part, on leur réservera un temps d'études. Il avait même fait construire une sorte de petit amphi dans son entreprise. En fait, les activités de travail-études ont débuté par les travailleurs chinois dans la société de soja de Li Shizeng. Le mouvement Travail-études séduit le gouvernement chinois et se déploie dans toute la Chine. Des étudiants sont triés sur le volet pour intégrer des classes préparatoires. On y enseigne le français, les mathématiques, les bases pour étudier en France. Là-bas, le travail à mi-temps à l'usine est censé payer leur scolarité et leurs dépenses quotidiennes. « 4 mai 1919. Un événement accélère le programme. Ouvriers, étudiants et marchands descendent dans la rue à Beijing pour dénoncer l'occupation étrangère et la corruption des autorités. Au fil des semaines, ces protestations se répandent dans tout le pays. Le thème était « Il faut sauver la Chine ». Zhouguo, sauver la Chine.
Il cherchait à comprendre comment les Occidentaux avaient pu créer une société si prospère. Alors, comment rendre la Chine plus puissante? Comment apprendre auprès des pays puissants? La réponse qu'ils ont trouvée, c'était d'aller étudier à l'étranger. La prospérité occidentale se basait en réalité sur deux choses. D'un côté, l'industrialisation que nous n'avions pas, et d'un autre côté, les théories avancées, politiques et économiques. C'est ce qui nous manquait. C'est pour cela qu'il voulait aller voir le monde extérieur. Il voulait changer le sort de la Chine. Le programme Travail-études de Li Shizeng arrive à point nommé. Pour mieux étudier les rouages de la puissance occidentale, il faut se former là-bas. Et en Occident, Li Shizeng connaît tout particulièrement la France. L'accueil d'étudiants chinois est décidé pour l'année 1919. Mais qui formera les premiers contingents? En général, les Chinois étaient attirés plutôt par des universités anglo-saxonnes, américaines et anglaises. L'ennui, c'est qu'elles étaient chères. Et donc, ces jeunes gens qui n'ont pas les moyens d'aller étudier au Japon, d'aller étudier aux États-Unis, d'aller étudier en Allemagne ou d'aller à Oxford, voilà, pour eux, c'est une perspective. Ces jeunes ne veulent pas rester au village, devenir magistrats ou paysans comme leurs parents. Cette génération, issue du mouvement du 4 mai, est bien décidée à briser les mythes de leur père pour en ériger de nouveaux. Répéter les classiques confucéens dans une école où le maître vous tape sur les doigts, ça n'attire plus ces jeunes gens-là, hein, c'est fini. Donc ils veulent autre chose. Près de 2000 étudiants sont envoyés. Parmi eux, Chen Yi, âgé maintenant de 18 ans, futur ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung. Ils se voient comme de jeunes Chinois qui ont une mission. C'est de revenir en Chine avec les moyens intellectuels de sauver leur pays. À la fois de la présence de la colonisation occidentale, et puis aussi de développer la Chine. Shanghai, été 1919. Ils ont en moyenne 20 ans et viennent principalement des provinces du Sichuan, comme Shenyi ou du Hunan, d'où Mao Tse-tung a incité plusieurs de ses amis à s'inscrire au programme. Ils en sont sûrs, une période déterminante s'ouvre devant eux. À propos de la ville dont il sera maire dans les années 50, Chen Yi écrit « Nous avions l'ambition d'apprendre la science, l'ingénierie dans le but de développer l'industrie et de sauver la Chine. À cet âge, nous nous pensions supérieurs aux autres, déterminés à nous faire un nom qui dépasserait les frontières de la seule province du Sichuan. Dans le parc français comme sur le Bund, les panneaux interdits d'accès aux Chinois et aux chiens ont provoqué chez nous une indignation, un rejet de l'impérialisme. Et en même temps, la prospérité de Shanghai nous envoûtait. J'ai même éprouvé de l'envie. » Ils embarquent au fil des mois, sur plusieurs bateaux qui effectuent la navette entre la Chine et la France. Et on leur dit, la vie sera très difficile, hein, mais le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où vous pourrez apprendre, hein, et puis peut-être percer, hein, ce fameux secret donc, de la richesse et de la puissance occidentale. Débute alors une longue traversée dans des conditions difficiles. Il y a des consignes pour le transport maritime qui ont été données. Avoir entre 30 et 50 yuan, de la nourriture. C'est pas un bateau de croisière, c'est un cargo. Ils vont voyager en 4e classe dans les soutes. En dessous des cabines, il y a 2 étages. Les entreponts et leur couche est la pire. Peu de lumière, espace mal ventilé et humide. Ce compartiment du navire avait abrité le bétail, principalement des vaches, des moutons et des porcs, qui avaient servi de nourriture sur la route pour acheminer le bateau depuis l'Europe. Chen Yi dit « Nous, les étudiants ouvriers, avons été parqués en 4e classe. C'était une cale que nous partagions avec les animaux. Discriminés, il nous était interdit d'avoir accès aux 3 premières classes. Sinon,
nous risquions d'être insultés et giflés. Le bateau affronte des vents forts et la houle. Obligé de faire souvent escale, le retard s'accumule. La traversée était prévue pour 40 jours à l'origine. Et donc, s'ils avaient prévu 40 jours de nourriture, ils ont dû se rationner. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, traversé l'océan Indien, franchi le canal de Suez, le paquebot accoste finalement à Marseille. La France des années folles est en plein bouillonnement culturel, économique et politique. Le pays se reconstruit. La bourgeoisie s'enrichit et s'amuse. Chénier et ses camarades sont choqués par ce monde où s'étale le faste des aristocrates et des grands bourgeois face aux plus démunis de la société. Grâce à leur petite bourse, les premiers groupes d'étudiants travailleurs vont pouvoir s'installer, certains à Paris, d'autres à Bayeux. Pour Chénier, ce sera à Montargis, une commune du Loiret où Li Shizeng a étudié. Au fil des jours, Chénier apprend à découvrir ses compagnons, dont beaucoup lui ressemblent. Ils étaient quand même très pauvres, en général. Ils vivaient un peu à part. La bande se crée sous les yeux des autres élèves, plus scolaires, plus classiques. Et dans ce petit groupe, une individualité se détache, celle de Ksai Rei-sen, futur idéologue de la pensée communiste chinoise. C'est quelqu'un qui est parti avec des idées politiques déjà affirmées, très claires. C'est un nationaliste et un occidentaliste. C'est aussi quelqu'un qui a un esprit d'organisation assez efficace, puisqu'il est pratiquement en famille. C'est une famille entière, en fait, presque. Tsai He-sen avait sa petite sœur et sa maman et son ami, Xiang Jing. Mais les cours délivrés ne sont pas à la hauteur des attentes de ces jeunes idéalistes. Ils apprennent le français. Tout simplement, ils ont l'impression de stagner, de tourner en rond. On sait que Tsai He-sen, par exemple, se convaincra assez vite que, tout compte fait, j'apprends plus en lisant l'Humanité dans ma chambre ou dans les parcs qu'en suivant les classes. Fait l'école buissonnière dans le jardin d'Urzy. Et passer la journée avec quelques baguettes pour passer la journée pour travailler. Ksai Rei-sen pensait que l'enseignement était trop superficiel. Il a donc quitté la classe au bout d'un mois et commencé à apprendre le français tout seul, surtout par la lecture des journaux français à l'aide d'un dictionnaire. Ksai Rei-sen s'est très vite initié au français. Il a donc rapidement pu lire des textes originaux du marxisme et des journaux de gauche. C'est donc en français que Ksai Rei-sen découvre un texte fondamental pour l'histoire de la Chine, le manifeste du Parti communiste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels en 1848. Le texte appelle à la fin de la propriété privée, du capitalisme, à l'union des ouvriers du monde entier et à la révolution par les armes.
Ils sont à la recherche d'une théorie. La famille de Tsai Re-sen a exercé une grande influence sur mon père. Ils discutaient ensemble de la doctrine qu'ils veulent mettre en place. L'Union soviétique était le modèle de l'époque. Leur mouvement et leur révolution avaient réussi. Ils discutaient donc souvent du Soviet ensemble. Je pense que cette période est une période clé pour la croissance et la maturité de ses pensées. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait prendre la voie du socialisme. Le groupe de Tsai Re-sen rejoint la tendance la plus dure, la plus radicale du socialisme, les communistes. Ils prônent la dictature du prolétariat et une société sans classe. Pour eux, la société chinoise du début du siècle est une société féodale qu'il faut détruire. Tsai Re-sen dit « Certains considèrent qu'il n'existe pas de classe sociale en Chine. Je n'en crois rien. Le petit prolétariat et les paysans pauvres sont totalement illettrés. Ils rendent le destin responsable de leur souffrance et de leur misère, mais dès qu'ils prendront conscience, leur fougue sera tout aussi grande que celle constatée dans les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est. » Du 6 au 10 juillet 1920, c'est dans ce jardin que Tsai Re-sen et son ami Chan Qin-yu exposent à leurs compatriotes leurs théories politiques pour sauver la Chine. Voilà, c'est grande histoire. Ces jeunes étaient vraiment passionnés. Leur réunion pouvait durer une journée pendant laquelle Tsai Re-sen pouvait parler sans s'interrompre, et les autres écoutaient. Une branche pensait qu'il ne fallait pas calquer leur mouvement sur la révolution russe. Elle prônait plutôt l'anarchisme, alors que Tsai Re-sen soutenait le marxisme et le communisme. Le débat était enflammé et ils n'ont jamais trouvé de terrain d'entente. Un mois plus tard, le 13 août. Tsai écrit de Montargis une lettre à Mao Tse-tung. Ils sont proches d'abord parce qu'ils viennent du même endroit. Hein. Ils n'étaient pas dans une même classe, mais camarades d'école et amis. Ils étaient amis parce que Mao Zedong et Tsai Re-sen étaient à la fois les deux meilleurs élèves et des modèles pour les autres étudiants. Donc ils ont des relations d'amitié et surtout ils ont une correspondance suivie. Ils s'écrivent très régulièrement. À force de rédiger et de formuler ce qu'il pense, Tsai Re-sen affine sa pensée. Et c'est là, dans la correspondance entre Mao et Tsai Re-sen, que apparaît, semble-t-il, pour la première fois l'idée que, eh bien, en Chine, il fallait créer cette chose étrange, à l'époque donc qu'on va appeler un parti communiste chinois. Déjà dans mon esprit, un projet de réforme prend tournure. La solution vraiment appropriée pour transformer le monde contemporain, c'est le socialisme. Et la Chine ne fait pas exception. À mon sens, il faut en premier lieu constituer un parti communiste. C'est pourquoi toi, au pays, tu dois te préparer au plus vite à cette éventualité. Il lui dit qu'il faut le plus tôt possible lancer une révolution en Chine, comme Lénine a pu le faire. C'est ce qu'il a proposé dans sa lettre. Seul le socialisme peut sauver la Chine, et seul le socialisme peut transformer la Chine et le monde. Voilà son idée. L'ABC du léninisme, c'est Tsai Re-sen qui l'a transmis à Mao. Donc il joue un rôle très important. Dans sa réponse, Mao Tse-tung lui dit « L'esprit de ta lettre est parfaitement juste. Je suis d'accord avec chacun de ces mots. » C'est par là qu'il y a eu l'idée d'un parti d'avant-garde, structuré, organisé d'une façon un peu militaire. Le modèle initial, transmis par Tsai Re-sen, a essaimé.
Montargis attirait beaucoup à l'époque. C'était un endroit où les idées politiques, les théories économiques se rencontraient. Beaucoup d'étudiants qui vivaient dans d'autres villes ont commencé à s'y regrouper, attirés par ce nouveau mode de pensée. À travers ces correspondances, le destin de la Chine a basculé. À l'époque, les étudiants chinois en France ne recevaient aucune information sur l'examen d'entrée. Comme il était jeune, son salaire horaire était de 1 franc par heure. Et lui, il vient en France pour faire du journalisme, etc., pour faire de la politique.